Les grands enjeux, les enjeux majeurs, ce sont des enjeux, comment dire, institutionnels. Il faut transformer l'école pour qu'elle soit au service de tous les élèves. L'autre enjeu institutionnel également, c'est de mettre en œuvre le programme d'éducation pour tous, tel qu'il est souhaité par l'UNESCO depuis les années 1990. Les dérives, c'est, comment dire, je dirais, c'est une résistance au changement. Il faut rester dans, comment dire, dans le classique. Et au niveau des obstacles en général, je soulève 4 objectifs majeurs. Le premier objectif, à mon avis, ce sont des limites et des possibilités d'accueil du système éducatif burundais. Le deuxième obstacle majeur, c'est l'inadéquation des pratiques pédagogiques des enseignants au regard des besoins des enfants en situation de handicap. Et le troisième obstacle majeur, à mon avis, ce sont les limites dans la mise en œuvre du droit à l'éducation au Burundi. Et enfin, quatrième obstacle majeur, ce sont des représentations et des croyances stigmatisantes à l'encontre des personnes en situation de handicap au Burundi. Je dois dire, vous regardez tout, vous contemplez tout au quotidien, les infrastructures sociales, administratives, etc. Elles ne sont pas du tout accessibles. Quand je parle d'accessibilité, je parle d'accessibilité physique. Imaginez-vous un élève ou un étudiant qui se déplace en fauteuil roulant, là il ne pourra pas accéder par exemple dans votre bureau, chargé de la communication, impossible, il n'y a pas d'ascenseur, etc. Et quand on parle d'accessibilité aussi, il ne faut pas que les élèves, les enfants en situation de handicap arrivent en classe, il faut aussi qu'ils apprennent quelque chose, il faut qu'ils progressent. Et là aussi, là je parle d'accessibilité pédagogique. Et cette accessibilité pédagogique est possible grâce à la formation des enseignants. Tant qu'on n'a pas encore la formation des enseignants, là, il sera toujours difficile de pouvoir réaliser cet idéal qui est l'accueil des élèves en situation de handicap, aussi bien au niveau fondamental, post-fondamental, ou au niveau des institutions supérieures. On a eu la chance, que je considère comme une ressource, par exemple, à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, il y a une filière d'éducation spéciale. Là, on pourrait dire peut-être que les lauréats pourront aider dans le cadre de la mise en œuvre de l'éducation inclusive. Mais là, on n'est pas sûr que ces lauréats pourront accepter, par exemple, de travailler dans le domaine de l'éducation. Je ne sais pas. Là, c'est une interrogation qu'on se pose. Le fait que les élèves en situation de handicap participent aux examens nationaux, c'est déjà un pas franchi parce qu'au départ, il n'y avait pas cela, ça n'existait pas. D'ailleurs, c'était utopique de penser qu'un élève en situation de handicap pourrait passer à un examen national au même titre que ses camarades dits valides. Et donc, maintenant qu'ils viennent de passer l'examen d'État, sans doute que certains d'entre eux vont réussir l'examen et ils vont arriver dans les institutions d'enseignement supérieur. Ces institutions ne sont pas du tout accessibles, ce que je disais tout à l'heure. Et ces institutions, les enseignants ne sont pas préparés. Ils vont continuer à enseigner comme ils enseignaient auparavant. Il y a par exemple, je vous donne un exemple, il y a l'école normale supérieure qui est considérée comme une institution d'enseignement supérieur pilote en matière d'éducation inclusive. Cette école n'est pas du tout préparée pour accueillir de tels enfants. Les difficultés sont nombreuses et je ne sais pas, on a essentiellement des difficultés financières et aussi des difficultés en termes de ressources humaines. Quand je parle de ressources humaines, il faut entendre par là la formation des enseignants. Non pas seulement la formation des enseignants, il faut former tout le personnel. L'esprit de l'éducation inclusive, c'est
on doit l'aborder dans le cadre de la pédagogie universelle. La pédagogie universelle. Les handicapés, les enfants en situation de handicap, les étudiants, les élèves en situation de handicap ont droit aussi aux activités physiques. Vous savez, il y a des compétitions internationales, paralympiques, qui concernent les personnes en situation de handicap. Ça veut dire, un élève en situation de handicap a droit à la faculté, à l'Institut d'éducation physique et des sports, au même titre que les autres. Ce qui importe pour l'institution qui est l'Université de Burundi, c'est d'adapter les programmes, les méthodes d'évaluation et les méthodes d'enseignement. Ce n'est pas parce qu'un enfant, un étudiant a une mobilité réduite qu'il ne peut pas faire, par exemple, disons, un appui tendu renversé, qu'il doit nécessairement échouer à l'épreuve. Pas du tout. S'il n'est pas capable de faire cette épreuve, il y en a d'autres il y en a d'autres où il est meilleur que les autres, plus que les autres d'ailleurs. Comment dire? Si, disons, d'ailleurs, certains chercheurs ont déjà démontré que l'accueil d'un enfant en situation de handicap dans une classe ordinaire constitue une chance pour toute la classe. Et ça peut constituer, si vous voulez, un levier pédagogique pour l'enseignant. Parce qu'il y a des soi-disant normaux qui sont anormaux. Nous avons beaucoup de difficultés à pouvoir intégrer ce concept chez nous. Parce que ce n'est pas parce que vous avez les deux oreilles, disons, normales, les yeux, etc., que vous n'avez pas de difficultés. L'handicap, c'est au-delà de l'absence, disons, d'un organe, c'est au-delà de ça. Un handicap, et surtout, aujourd'hui, on dit qu'un handicap, ce n'est pas un enfant qui est handicapé, mais c'est la situation qui handicape l'enfant. Si on essaie, par exemple, d'assainir un environnement, que ce soit un environnement pédagogique ou physique, là, l'enfant, ça veut dire l'enfant n'est plus handicapé. L'enfant n'est plus handicapé parce qu'il peut accéder aux infrastructures, parce qu'il peut il peut apprendre mieux que les autres dans des dispositifs adaptés. Il faut considérer le handicap, disons, comme des gens de taille élancée. Ça veut dire, les gens de taille élancée, il y a les plus petits, il y a les filles. Il faut considérer la classe comme hétérogène, comme des enfants différents, et non pas comme des enfants en situation de handicap et des enfants normaux. Donc, ce sont des enfants différents tout simplement, parce qu'on ne pourra pas avoir une classe homogène, 100% homogène, c'est une classe hétérogène. Notre catégorie, comme les plus gros, les obèses, etc. C'est généralement lié à la formation des enseignants. Parce que les enseignants qui accueillent ces enfants en situation de handicap dans les classes, nous avons constaté qu'il y a une absence de culture professionnelle relative à l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap. Et chaque enseignant essaie de le faire en fonction des moyens humains, matériels disponibles. Et il faut aussi s'appuyer sur une ressource. On constate que certains enseignants essaient s'arrangent, essaient de faire des adaptations pragmatiques pour faire progresser les élèves en situation de handicap. Mais à un certain niveau, ils sont bloqués. Ils sont bloqués parce qu'ils ne voient pas comment faire évoluer, disons, une situation d'apprentissage face à un élève en situation de handicap. Et donc, deuxième suggestion, recommandation, ce serait aussi de penser à assainir l'environnement physique. Et troisième suggestion, il faudra aussi sensibiliser le personnel, tous les partenaires éducatifs. Quand je parle de partenaires éducatifs, ça veut dire y compris même les techniciens de surface, y compris les secrétaires, etc. Quand on parle de la formation des enseignants, c'est pas seulement là, il faut impliquer aussi l'administration. Donc, il faut qu'ils soient sensibilisés, qu'ils considèrent l'enfant, l'élève ou l'étudiant en situation de handicap comme quelqu'un qui a ses propres potentialités et qui peut évoluer au même titre que les autres. Et donc, c'est à ce niveau où, par exemple, les enseignants, dans les pratiques, devaient aussi considérer
l'enfant comme l'enfant dans sa singularité. L'enfant dans sa singularité. Il ne faut pas considérer l'enfant comme les autres, mais l'enfant a ses propres spécificités, à son propre niveau, son propre bagage intellectuel. C'est pour cette raison qu'il faut exploiter tous ces potentiels, ces potentialités, et essayer de le faire progresser comme les autres. Sinon, on ne pourra pas, disons, avoir une classe 100% homogène. Le changement, quand on parle de changement social, ça ne se fait pas dans un laps de temps. Il faut attendre, il faut sensibiliser. Disons que ces croyances culturelles stigmatisantes, où on disait, disons par exemple un enfant qui naît handicapé, d'ailleurs un couple parental qui met au monde un enfant handicapé, on considère ça comme une malédiction divine. C'est un enfant peut-être qui a été conçu dans des conditions qui ne sont pas catholiques, etc. Des enfants. Et donc là, il faut essayer vraiment d'éradiquer toutes ces croyances. Et aussi sensibiliser les parents. Nombreux sont des parents, parce que c'est une honte, ils éprouvent une certaine honte quand ils mettent au monde un enfant en situation de handicap. Et ce qu'il faut faire, c'est peut-être de les sensibiliser et de les montrer que, effectivement, il ne faut pas cacher l'enfant. Parce que plus vous cachez l'enfant en situation de handicap, plus vous le cachez du public, eh bien, là, vous risquez de vous enfoncer. C'est l'enfant en situation de handicap dans sa déficience. Mais par contre, si vous ne le privez pas des interactions avec son entourage, là, tout le monde évolue parce qu'il interagit avec ses semblables, avec son entourage. Donc, si l'enfant en situation de handicap reste caché, il ne pourra pas, savoir tout se passe au niveau de son entourage. La discrimination positive, oui, là, je veux bien. Mais quand l'UNESCO a parlé de l'éducation inclusive depuis les années 1990, notamment avec la déclaration de Salamanque très récemment, 1994, là, il disait que l'éducation spéciale, que les autres considèrent comme une discrimination positive, devrait être considérée comme une exception, sinon tout le monde doit avoir accès à un établissement scolaire ordinaire au même titre que les autres.